Alors, bonjour à tous. Donc, voici le troisième chapitre de ce cours de biologie, qui est aussi la deuxième partie du chapitre sur la chimie du vivant. Alors, la première partie, vous vous souvenez, elle portait sur les notions de base concernant la chimie du vivant. Là, cette nouvelle partie va porter sur ce que l'on appelle, comme je vous l'avais dit, classiquement, les grandes molécules du vivant. Alors, voici donc le plan pour ce cours sur la chimie du vivant. Alors, je vais commencer avec la définition de deux notions. Ces notions sont celles de monomère et de polymère, donc que nous allons aborder dans ce premier point, des monomères aux polymères. Ensuite, je vais vous parler justement de ces grandes molécules du vivant qui constituent donc les lipides, les glucides, les protéines et les acides nucléiques. Donc nous allons passer en revue successivement ces différents groupes de molécules. Alors bien sûr, je vous l'ai remis ici, vous avez l'adresse de mon site internet sur lequel vous pouvez télécharger ce diaporama et tous les documents associés à ce cours. Alors commençons donc avec ce premier point, donc des monomères aux polymères. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monomère? Eh bien, un monomère, c'est une petite molécule, alors qui est une molécule organique, organique parce que c'est une molécule qui est carbonée, qui contient du carbone, entre autres. Donc d'assez petite taille, alors pas forcément, c'est surtout que c'est une molécule qui va avoir une valeur unitaire, elle va constituer une unité. On va voir pour quelles raisons justement on peut dire cela. Alors, ces monomères, donc ces petites unités, ce sont des molécules en fait assez communes qu'on va trouver en fait chez tous les êtres vivants. On a moins d'une centaine en fait de monomères qui existent avec lesquels on va pouvoir faire tout un tas de constructions. C'est un peu comme des briques de Lego avec lesquelles on va pouvoir construire pas mal de choses. Donc cette notion de monomère nous amène à une autre notion, donc qui est la notion de polymère. Alors qu'est-ce que c'est qu'un polymère? Eh bien un polymère, c'est tout simplement un assemblage de monomères. C'est pour ça que je vous disais que les monomères, ce sont des unités, parce qu'effectivement, ces unités, on va pouvoir les associer, et l'association va donner naissance donc à ces polymères qui vont être d'assez grandes molécules. Alors j'ai évoqué les briques de Lego, on peut prendre aussi une autre image qui est celle de ce collier de perles, avec donc chaque perle qui correspond à un monomère et l'assemblage donc des perles qui va constituer le collier, donc le polymère. Donc, tandis que les monomères, donc ces éléments unitaires, sont communs à tous les êtres vivants, eh bien, pour les polymères, alors bien sûr, dans leur aspect général, les polymères vont être communs à tous les êtres vivants, mais quand on regarde dans le détail ces polymères, il va y avoir en fait des variations donc entre organismes, d'une espèce à l'autre, voire même d'un individu à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une certaine originalité en fait qui va exister dans les polymères. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on passe finalement des perles, donc des monomères, au collier, c'est-à-dire au polymère. Alors, évidemment, cette transformation va se faire grâce à une réaction, grâce à des réactions biochimiques qui sont ce qu'on appelle des réactions de polymérisation. Alors, les réactions de polymérisation, c'est une réaction donc de construction de polymères, et donc ces réactions sont souvent des réactions de condensation, c'est-à-dire qu'on va avoir deux monomères qui vont se rencontrer, qui sont eux-mêmes constitués de tout un tas d'atomes. Quelques atomes vont être perdus, une petite molécule va être produite, et puis nos deux monomères vont se retrouver liés l'un à l'autre. Alors souvent, justement, cette petite molécule qui est produite, ça va être de l'eau, et c'est pour ça qu'on dit souvent que les réactions de polymérisation sont des réactions de déshydratation. C'est effectivement souvent ce que l'on observe. Alors je vous montre un exemple ici. On retrouve donc là des petites perles. Alors je vous ai mis ici donc certains atomes de ces perles qui vont justement réagir. Et finalement, on a ici donc ces trois monomères qui vont réagir ensemble et qui vont constituer ce polymère. On a évidemment donc ces petites molécules qui sont produites, donc là qui sont des molécules d'eau.
Donc c'est pour ça que là on peut vraiment parler de déshydratation. Et bien sûr, cette réaction de polymérisation va se faire grâce à des enzymes qui sont des entités qui vont pouvoir accélérer les réactions chimiques. Alors on peut se demander s'il est possible, une fois qu'on a donc notre polymère, eh bien de récupérer les monomères. Alors oui, c'est possible, et ça va se faire dans une réaction qu'on appelle tout simplement réaction de dépolymérisation. Et donc une réaction de dépolymérisation, c'est souvent une coupe qui va se faire en présence d'eau, et c'est ce qu'on appelle donc une hydrolyse. Coupe, donc lyse, et puis hydro, l'eau, donc coupe en présence d'eau. On peut représenter ça de cette manière. On retrouve ici notre polymère en présence d'eau et bien sûr en présence d'une enzyme aussi particulière. Eh bien, on va récupérer nos monomères que l'on retrouve donc représentés ici. Voilà donc comment se déroulent ces réactions qui peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre sens. Donc des monomères vers les polymères, la polymérisation, et du polymère vers les monomères, la dépolymérisation. Alors, donc comme je vous l'ai dit, ces monomères, finalement, ce sont des molécules qui vont être assez grandes, tout simplement parce qu'elles correspondent à cet assemblage de petites molécules. Et donc ces molécules, elles entrent dans la constitution de, on va dire, 4 grands groupes de molécules. On les a vus dans le plan, je vous les représente ici. Donc les lipides, les glucides, les protéines et puis les acides nucléiques. Alors une chose qui est intéressante à souligner, c'est que tandis que ces petites molécules, donc ces petites perles, vont avoir certaines propriétés physico-chimiques, eh bien l'assemblage de ces perles va donner naissance à des macromolécules qui vont avoir de nouvelles propriétés. Et on retrouve en fait cette notion que j'avais évoquée dans le cours d'introduction donc à l'ensemble de ce cours de biologie, qui est la notion d'émergence, effectivement, de l'association, de la rencontre et de la liaison de ces monomères. Eh bien, vont naître en fait des polymères qui vont avoir de nouvelles propriétés. Voilà, donc c'est ça l'émergence de ces nouvelles propriétés. Alors, on va donc envisager ces différents groupes de molécules, et donc je commence avec les lipides. Alors, les lipides, ce sont des molécules qui ont un point commun, ce sont des molécules qui n'aiment pas l'eau. En fait, elles sont toutes hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles sont insolubles dans l'eau. En fait, ce sont tout simplement des molécules dans lesquelles les liaisons covalentes, les liaisons entre atomes, sont des liaisons non polaires. Donc il n'y a pas de pôle qui se constitue, donc on ne va pas avoir une partie de la molécule qui serait un petit peu négative, l'autre un petit peu positive et qui pourrait interagir avec les molécules d'eau qui effectivement sont elles des dipôles avec un côté positif, l'autre côté négatif. Donc voilà, ces lipides finalement ne peuvent pas interagir avec l'eau, ils sont hydrophobes. C'est ce qui va définir en fait les lipides. On peut se dire peut-être qu'on peut définir les lipides par rapport à leur structure, par rapport à la façon dont les atomes qui constituent ces molécules s'organisent dans l'espace. Alors, pas réellement, parce qu'en fait, les lipides sont assez variés. Il y a une grande diversité chimique qui existe concernant ces lipides. Et cette grande diversité chimique fait que finalement, il y a beaucoup de fonctions variées qui vont pouvoir être associées aux lipides. Alors, je vous donne quelques exemples de ces fonctions. On peut évoquer la compartimentation. Alors, qu'est-ce que c'est que la compartimentation ? C'est le fait de constituer des compartiments. En fait, les lipides, effectivement, vont pouvoir constituer des compartiments, des frontières entre des milieux. On le verra, ce sera le cas avec, par exemple, les membranes cellulaires qui vont être des frontières entre un milieu qui va être à l'intérieur donc, de la cellule et un milieu qui va être à l'extérieur de la cellule. Autre fonction, on peut évoquer le stockage énergétique. Effectivement, pour le dire très simplement, eh bien, les lipides, ce sont des molécules qui permettent de stocker un maximum d'énergie dans un minimum de place.
On peut évoquer aussi la protection thermique qui est associée aux lipides. C'est ce qu'on retrouve quand on s'intéresse par exemple à des animaux qui vivent dans des régions polaires. Eh bien, en général, ce sont des animaux qui vont avoir une assez grosse couche de gras qui va justement les protéger de la température extérieure. Donc ça va avoir ce rôle de protection thermique. Autre rôle, c'est la protection mécanique, effectivement. Les lipides permettent d'amortir éventuellement les chocs. On retrouvera effectivement des éléments lipidiques, par exemple autour des organes dans le corps. Les lipides interviennent aussi dans ce qu'on appelle la signalisation chimique, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont constituer des signaux qui vont permettre donc aux différentes parties du corps de communiquer entre elles. En fait, tout simplement, on va avoir donc des hormones qui vont être de nature lipidique, les hormones étant donc des molécules qui sont produites par une partie du corps et qui vont permettre de transmettre un message à une autre partie du corps. Mais on aura l'occasion de revenir sur une définition plus précise plus tard. Et puis bien sûr, les lipides vont intervenir aussi dans l'ensemble du métabolisme d'un organisme. Alors, concernant cette grande diversité chimique, on peut essayer d'y voir un peu plus clair en classant justement tous ces lipides. Alors, il y a plusieurs classifications qui existent. Moi, je vais vous présenter donc certains groupes de lipides, certains sous-groupes, qui sont les suivants. Je vais commencer par vous présenter les acides gras. Ensuite, on va parler de molécules qu'on appelle des acylglycérols. Puis, nous parlerons des phosphoacides glycérols. Et puis des stérols, globalement ce qu'on peut appeler le cholestérol et ses dérivés. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seuls sous-groupes, il y en a d'autres et il y a aussi plusieurs façons, comme je l'ai dit, de les classer. Alors, commençons avec les acides gras. Alors déjà, leur nom amène des informations. Pourquoi acide ? Parce qu'il existe dans ces molécules un groupement particulier qui est le groupement carboxyle, le groupement COOH, qui fait entrer en fait ces molécules dans le groupe, dans la classe des acides carboxyliques. Donc c'est pour ça qu'on parle d'acide. Pourquoi gras ? Parce qu'il y a aussi une chaîne carbonée qui va être plus ou moins longue, c'est-à-dire un assemblage de carbone qui eux-mêmes vont tenir des hydrogènes. Alors cette chaîne carbonée, elle peut avoir différentes configurations, j'allais dire, différentes organisations, c'est-à-dire que les carbones qui constituent cette chaîne, eh bien, ils peuvent être liés les uns aux autres uniquement par des liaisons simples. Dans ce cas, on dira que la chaîne carbonée est saturée. Alors, c'est ce qu'on observe ici, donc ça nous permet en même temps d'illustrer l'allure d'un acide gras. On a ici donc un exemple qui est l'acide butanoïque, avec ici donc le côté acide, donc la fonction carboxyle, le groupement carboxyle, et puis ici la chaîne carbonée, c'est le côté gras de l'acide gras. Et donc là, on voit qu'entre les carbones, on n'a que des liaisons simples. Alors, autre manière de représenter cet acide butanoïque, qui est celle-ci, où du coup on ne représente plus les carbones et les hydrogènes, qui sont donc au niveau de chaque extrémité de segment. Il n'y a que celui-ci qui est représenté, qui permet de mettre en exergue justement le groupement et le carbone donc, du groupement COOH. Alors, on peut aussi avoir des chaînes carbonées dans lesquelles les carbones ne vont pas tous établir des liaisons simples. On peut avoir des chaînes carbonées dans lesquelles il existe une liaison double ou plus de liaisons doubles. À partir du moment où il y a au moins une liaison double, on va dire que la chaîne carbonée est insaturée. Ce sont des termes qu'on avait déjà rencontrés dans la première partie de ce chapitre sur la chimie du vivant. Alors, pareil, donc dans la première partie de ce chapitre sur la chimie du vivant, je vous avais dit que lorsqu'il existe une liaison double,
entre deux carbones, eh bien, les molécules qui se constituent peuvent avoir différentes formes selon la façon dont les éléments qui sont tenus par les carbones vont être organisés dans l'espace. Et je vous ai dit, il y a deux formes. Ce sont les formes cis ou trans. Ça, je vous ai dit, c'est l'ancienne nomenclature qui est utilisée par les biologistes. Et les chimistes utilisent une autre nomenclature, Z ou E. Alors, peu importe, c'est simplement pour vous dire que les acides gras naturels, c'est-à-dire qu'on rencontre chez les organismes, vont être de type cis. Donc il y a une certaine donc répartition dans l'espace des groupements autour de la liaison double. Alors, je voulais aussi évoquer une façon de renseigner la place de la liaison double dans la chaîne carbonée. Donc, en fait, il va y avoir deux nomenclatures qui peuvent être utilisées. On peut soit partir de l'extrémité donc de l'acide gras où se trouve justement le groupement carboxyle. Ce carbone sera le carbone numéro 1. Et puis ensuite, on comptera les carbones et puis on verra sur quel carbone se trouve la liaison double. Donc dans ce cas-là, on utilisera le symbole delta et puis on mettra un numéro à côté qui renseignera donc sur la position de la liaison double. Je vais vous le montrer dans un instant avec un exemple. Ça, c'est la nomenclature qui est plus utilisée par les chimistes. Les biologistes vont plutôt utiliser l'autre nomenclature qui, elle, va donner l'emplacement de la liaison double, non pas en partant de l'extrémité où se trouve le groupement carboxyle, mais de l'autre extrémité où on a là, ici, ce groupement méthyle, c'est-à-dire CH3. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, avant cela, je voulais juste aussi évoquer une chose, c'est que là, je vais vous présenter des molécules qui sont toutes allongées, mais dans la réalité, les molécules vont être courbées, elles vont avoir une forme tridimensionnelle. Alors, je commence avec des molécules qui n'ont, donc des acides gras qui n'ont qu'une seule liaison double, qu'on peut qualifier, donc bien sûr d'insaturé, et ce sera plus précis de dire monoinsaturé, mono, une seule liaison double. Alors voici un exemple. Donc on retrouve l'extrémité ici carboxyle et puis cette chaîne carbonée et là on voit qu'il y a une liaison double. Alors cette molécule, cet acide gras, c'est ce qu'on appelle l'acide oléique. Et donc pour décrire l'emplacement de la liaison double, comme je vous l'ai dit, soit on part de l'extrémité COH, et donc là je vous ai mis la numérotation qui part de cette extrémité COH, et là, on voit que la liaison double survient, on la voit apparaître sur le carbone 9, donc on va l'écrire delta 9. On peut aussi utiliser l'autre nomenclature avec la lettre oméga, et dans ce cas-là, on part de l'autre extrémité, donc le carbone numéro 1 sera celui-ci, et on numérote les différents carbones, et bon, là aussi la liaison double est au milieu, elle survient sur le carbone 9, mais en partant de l'autre extrémité de l'acide gras. Alors, je continue avec d'autres acides gras qu'on va qualifier de polyinsaturés, tout simplement parce que ces acides gras vont présenter plusieurs liaisons doubles. Alors, voici un premier exemple. Ici, on a deux liaisons doubles. Il s'agit de l'acide linoléique. Alors, même chose pour décrire la position des liaisons. Soit on part de l'extrémité ici COH, carboxyle, et donc on compte les carbones, et là j'arrive sur le 9e carbone, il y a une liaison double, je continue, 12e carbone, il y a une liaison double. Je vais pouvoir renseigner la place des liaisons doubles en notant donc delta, ça me dit que je commence ma numérotation par l'extrémité COH, et puis 9 et 12, ce sont les numéros des carbones qui portent les liaisons doubles. Autre nomenclature, donc qui part de l'autre extrémité, de l'extrémité CH3, donc on va utiliser cette fois-ci la lettre oméga, donc je pars d'ici, je numérote les carbones, et je constate que la première liaison double apparaît sur le carbone 6. Donc je vais noter oméga 6, comme il y a deux liaisons, je vais mettre un 2 devant. C'est une autre façon en fait de nommer ces acides gras, simplement. Ici, autre exemple, j'ai un autre acide gras, lui, il a 3 liaisons doubles. Cet acide gras, c'est l'acide alpha-linolénique, qu'on appelle aussi ALA.
Et là aussi, je peux soit utiliser la nomenclature qui part de l'extrémité carboxyle pour donner l'emplacement des liaisons doubles. Il y en a une dans ce cas sur le carbone 9, sur le carbone 12, sur le carbone 15. Et si j'utilise l'autre nomenclature qui part de l'extrémité, ici CH3, eh bien la première liaison double, je la trouve sur le carbone numéro 3, donc je vais noter oméga 3. Comme il y a 3 liaisons doubles, je note 3 et oméga 3. Hein, au passage, vous avez sûrement entendu parler d'oméga 3 et d'oméga 6 hein, quand on parle d'alimentation. Eh bien, ça fait référence justement à ces acides gras et à la position donc, de la liaison double qui est donnée par rapport à cette extrémité de l'acide gras. Alors, ces deux acides gras là que je vous présente, ce sont donc l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique. Ce sont ce que l'on appelle des acides gras essentiels. Essentiels parce que notre corps ne peut pas les fabriquer et il est indispensable en fait qu'ils soient présents dans l'alimentation sous peine de dysfonctionnement tout simplement. Alors je voulais ajouter une petite remarque concernant ces acides gras. Selon que les acides gras ont une chaîne carbonée plus ou moins longue et selon que cette chaîne est saturée ou insaturée, eh bien ces acides gras vont avoir différents aspects à température ambiante. Globalement, les acides gras saturés vont être plutôt de consistance solide, on parlera plutôt de graisse, tandis que les acides gras insaturés vont être plutôt de consistance liquide, plus exactement huileuse en fait, à température ambiante. Je profite aussi de cette remarque pour ajouter une chose, c'est que ces acides gras là qui sont donc insaturés, on peut les saturer hein, chimiquement. Et pour les saturer, on va ajouter de l'hydrogène. Donc on parle d'une hydrogénation. Dans ce cas-là, on ouvre ces liaisons doubles et on rajoute donc des hydrogènes. Autrement dit, on va transformer la chaîne insaturée en chaîne saturée. Hein, c'est quelque chose qui est fait par exemple quand on veut produire de la margarine. On va utiliser donc des huiles végétales qu'on va hydrogéner. Du coup, on va saturer en fait ces acides gras et au final, on n'aura non plus une substance huileuse, mais une substance qui sera plutôt graisseuse, c'est-à-dire plutôt solide à température ambiante. Alors, on va pouvoir envisager une deuxième catégorie de lipides qui sont les acylglycérols. Anciennement, les acylglycérols étaient appelés glycérides. Alors, ces acylglycérols sont constitués par les molécules suivantes. Donc, une molécule de glycérol, alors c'est effectivement logique si on se réfère au mot acylglycérol. Alors, qu'est-ce que c'est que le glycérol? Donc déjà, le mot finit par ol. Et je vous avais dit qu'à chaque fois qu'une molécule chimique est nommée par un terme qui finit par ol, ça veut dire qu'elle appartient à la classe des alcools. Donc le glycérol est un alcool. Le voici, hein, effectivement, on retrouve les groupements ici hydroxyle, caractéristiques de cette classe des alcools. Donc un acylglycérol, c'est un glycérol auquel vont s'associer un ou plusieurs acides gras. S'il y a un acide gras associé, la molécule produite sera un monoacylglycérol. S'il y a deux acides gras associés, la molécule sera un diacylglycérol. S'il y a trois acides gras associés, la molécule sera un triacylglycérol. Anciennement, c'est ce que l'on appelait des triglycérides. Alors voici donc l'association que l'on va donc réaliser. Là, on a donc un glycérol. Et puis ici, on va associer trois acides gras de façon à produire un triacylglycérol. On retrouve l'acide gras avec l'extrémité ici carboxyle et ici la chaîne carbonée qui est symbolisée simplement par R, hein, donc radical ou résidu. Les radicaux pouvant être identiques ou différents hein, ici. Et donc, on va avoir la réaction suivante qui va se faire, qui va bien sûr faire appel à des enzymes. Et cette réaction va nous permettre en fait de coller en fait les acides gras au glycérol. Alors dans le même temps, il y a ici des atomes qui sont perdus, qui sont là représentés en vert,
Finalement, on a donc de l'eau qui va être produite. On est bien sur une réaction donc, de polymérisation qui est une déshydratation. Et en tout cas, voilà, on a cette molécule qui est obtenue, qui est un triacylglycérol, donc anciennement triglycéride. Et donc, ce triacylglycérol, c'est aussi ce qu'on appelle un ester d'acide gras et de glycérol. Pourquoi un ester ? Parce qu'il y a une fonction ester. La fonction ester, elle est ici. C'est un petit peu comme une fonction carboxyle, mais cet oxygène, au lieu d'être lié finalement à un hydrogène, va être lié à un radical, donc là un autre carbone. Voilà, donc du coup, voilà, les acylglycérols, ce sont des esters d'acide gras et de glycérol. Donc ça, c'est un triacylglycérol. On peut aussi le représenter de la façon suivante, plus simple. On a ici donc le glycérol et puis les 3 acides gras, alors qui peuvent être, comme je l'avais noté ici, soit identiques, soit différents. En tout cas, voilà, et puis qui vont donc du coup avoir différentes longueurs. Alors, ces acylglycérols, et en particulier les triacylglycérols, ce sont des molécules de réserve, et notamment de réserve énergétique. Alors, ce n'est pas la seule fonction qui leur est associée, mais c'est la seule que j'évoquerai. Alors, passons maintenant à une autre catégorie de lipides, qui sont les phosphoacylglycérols. Anciennement, on les appelait phospholipides. Alors quand je vous donne les anciennes nomenclatures, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait on les retrouve quand même toujours, donc soit énoncés, parfois aussi dans la littérature. Voilà, donc les phosphoacylglycérols, donc anciennement appelés phospholipides, sont constitués par des éléments qu'on connaît, et d'ailleurs on avait les indices dans la dénomination, enfin on a les indices dans la dénomination. Donc glycérol, effectivement, il y a un glycérol. On va trouver aussi des acides gras, il va y en avoir 2 cette fois-ci. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais acyl, effectivement, fait référence aux acides gras. Et puis là, on a phospho en plus. Parce que tout simplement, il y a un groupement phosphate qui est présent. Alors, ce groupement phosphate, d'ailleurs, il a une propriété particulière, il est hydrophile. Alors, ce qui peut sembler un peu bizarre, puisque je vous ai dit, les lipides, leur caractéristique, c'est d'être hydrophobes. On va nuancer un petit peu les choses ici. Alors déjà, pour commencer, voici l'allure de cette molécule. On retrouve ici donc le glycérol. Ici donc 2 acides gras donc en violet qui sont collés donc sur ce glycérol. Et puis ici le groupement phosphate qui lui aussi est collé sur le glycérol. Alors on peut représenter cette molécule là aussi de façon simple. Avec donc, j'ai repris la même représentation que précédemment pour les acylglycérols. On a donc le glycérol ici. Là, on n'a plus que 2 acides gras qui sont hydrophobes. Je ne l'ai pas précisé ici, je l'ai remis ici. Et puis, on a ici ce groupement phosphate qui est hydrophile. Donc, on est face à une molécule qui est à la fois hydrophobe et hydrophile. On dit que la molécule, et donc que les phosphoacylglycérols sont amphiphiles. Donc ça veut dire qu'ils sont à la fois hydrophiles et hydrophobes. Alors je vais vous proposer une autre façon de représenter ces phosphoacylglycérols, une autre façon de représenter ces phospholipides. Voilà, on peut les représenter comme ça. Dans cette représentation, on ne représente plus le glycérol. En fait, on va insister justement sur ces 2 parties de la molécule qui sont importantes parce que justement associées à ces caractéristiques particulières d'hydrophilie et d'hydrophobie. En fait, on ne représente ici plus que le groupement phosphate et puis les 2 acides gras. Le groupement phosphate, donc là représenté en rouge, il est hydrophile et les acides gras, représentés en violet, sont hydrophobes. Et quand on regarde là cette représentation, ça fait un peu penser à un petit tétard avec donc sa tête ici et puis là la queue du tétard. Et c'est pour ça qu'on va dire que les phosphoacylglycérols se caractérisent par une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Alors, cette propriété est très intéressante, vous allez le voir. Cette propriété est intéressante parce que justement, elle va permettre à ces phosphoacylglycérols de constituer, vous savez, ces frontières que j'ai évoquées précédemment. En fait, les phosphoacylglycérols sont les candidats idoines pour réaliser une compartimentation. Alors, cette compartimentation, on la retrouve donc pour les cellules. En fait, tout simplement, les phosphoacylglycérols vont constituer les membranes cellulaires. Alors, je vais revenir sur le terme que j'ai noté ici.
Déjà, voilà, si on considère ici une cellule, donc on a ici le contour de la cellule, qu'on appelle donc la membrane cellulaire, et bien cette membrane cellulaire, justement, elle va être constituée par ces phosphoacylglycérols. Donc on va zoomer ici sur cette membrane cellulaire, on va regarder ce que ça donne. On va voir comment ces petits têtards vont s'organiser. Et en fait, ils vont s'organiser de la façon suivante. On a ici tout un tas de têtes hydrophiles qui vont être les unes à côté des autres, les queues hydrophobes qui vont être toutes du même côté. Donc là, on a ici une couche de phospholipides qui va s'associer à une deuxième couche de phospholipides qui a la même organisation. C'est pour ça qu'on parle de bicouche phospholipidique. Et vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a les parties hydrophobes qui se mettent ensemble, tandis que les têtes hydrophiles eh bien, sont sur le pourtour. Donc c'est comme ça que s'organise cette membrane. Et évidemment, là j'ai marqué solution aqueuse. En fait, on pourrait dire milieu aussi aqueux. C'est-à-dire que cette partie-là, ça correspond là à l'intérieur de la cellule, qui est un milieu aqueux. Je vous ai dit, le solvant des êtres vivants, c'est l'eau. Et quand on parle de milieu aqueux, c'est un milieu dont le solvant, justement, est l'eau. Et bien là, ces têtes hydrophiles, elles aiment bien l'eau. Elles vont pouvoir interagir avec ce milieu aqueux. Et c'est la même chose pour les têtes hydrophiles qui sont de l'autre côté ici, qui vont pouvoir interagir avec l'environnement autour de la cellule, qui est lui aussi un environnement aqueux. Voilà, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là donc vraiment une frontière qui se constitue, puisque les éléments hydrophobes qui forment le cœur de cette bicouche phospholipidique eh bien, vont empêcher les molécules hydrophiles de traverser cette membrane. Autrement dit, la cellule va avoir sa frontière, son contour, grâce à cette membrane phospholipidique. Alors bien sûr, les molécules hydrophobes pourront traverser cette membrane facilement, mais donc ce ne sera pas le cas pour les molécules hydrophiles. Alors ça ne veut pas dire que la cellule est complètement isolée de son environnement. On verra qu'il y a des structures qui vont pouvoir s'organiser, qui vont pouvoir se placer justement dans les membranes cellulaires, qui vont former des espèces de petits tunnels, et dans ces tunnels, des molécules qui aiment l'eau pourront là circuler. Voilà, mais en tout cas, c'est important de garder en tête que les membranes cellulaires, ce sont des bicouches phospholipidiques. J'ajoute aussi une remarque supplémentaire, c'est que là je les ai représentés tous de la même façon, mais il y a une diversification qui existe, qui concerne ces phosphoacylglycérols, ces phospholipides, puisqu'effectivement les acides gras peuvent être différents, et en plus de ça il y a d'autres groupes qui dérivent des phosphoacylglycérols avec des associations qui peuvent se faire là par exemple sur le phosphate. Donc ici les deux couches de la bicouche phospholipidique, ces deux couches de phosphoacylglycérols ne sont pas forcément constitués des mêmes phosphoacylglycérols. En revanche, ils ont tous cette propriété très particulière d'être amphiphiles. Voilà, alors on va pouvoir maintenant s'intéresser de façon moins poussée, on va dire, aux lipides qui dérivent du cholestérol, qu'on peut qualifier de stérol. Et donc, je vais commencer donc pour vous présenter ces lipides particuliers par vous montrer à quoi ressemble ce cholestérol. Là aussi, on retrouve le suffixe ol qui fait référence à la classe chimique du cholestérol qui est un alcool. Effectivement, on retrouve bien un groupement OH, un groupement hydroxyle. Alors sinon, si on regarde ce cholestérol, il a une forme particulière. On voit qu'il y a ici 4 cycles qui sont présents, 3 cycles qui sont des hexagones, et puis un cycle qui est un pentagone. Et puis il y a ici des petites ramifications qui existent. Alors ce cholestérol, donc c'est un alcool, comme l'est le glycérol. Lui aussi, il va pouvoir s'associer à un acide gras. Donc on va pouvoir commencer en évoquant ce que l'on appelle les cholestérides, parfois aussi appelés stérides ou encore esters de cholestérol. Ce sont donc, comme je viens de l'annoncer, des molécules dans lesquelles le groupement hydroxyle du cholestérol va réagir avec donc un acide gras. Donc l'acide gras va venir se coller ici sur le cholestérol et on a donc ce cholestéride qui va se constituer. Les cholestérides, ce sont surtout des molécules de réserve du cholestérol. Le cholestérol, on entend souvent parler de façon négative, en disant que le cholestérol est mauvais pour la santé. Alors,
c'est toujours une question de quantité. Mais le cholestérol est en fait très important pour l'organisme. Il entre en fait dans la constitution de beaucoup de molécules. Donc c'est ce qu'on voit ici avec les cholestéryls qui sont donc plus des molécules de réserve du cholestérol. Mais on peut aussi évoquer les stéroïdes qui dérivent du cholestérol et qui sont des hormones. Par exemple, les hormones sexuelles, eh bien, ce sont des dérivés du cholestérol, donc ce sont des stéroïdes. Les glucocorticoïdes, c'est la même chose, ce sont encore d'autres hormones, nous aurons l'occasion d'en reparler. Pareil pour les minéralocorticoïdes, qui sont encore une autre famille d'hormones. Alors, qu'est-ce qui dérive encore du cholestérol? Eh bien, on peut évoquer la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine lipidique, donc une vitamine qu'on qualifie de liposoluble. Elle n'est pas soluble dans l'eau, mais elle l'est dans les graisses. C'est pour ça qu'on la qualifie de liposoluble, donc elle est hydrophobe. Et donc les 4 types de vitamines hydrophobes, ce sont les vitamines A, D, E et puis K. Et donc la vitamine D, elle, dérive du cholestérol. On peut évoquer aussi d'autres molécules qui sont des acides biliaires, qui sont en fait des substances qui vont contribuer à la digestion justement des graisses. Et ces acides biliaires, ils contribuent à la digestion des graisses parce que justement, eux aussi, ils sont amphiphiles, comme les phosphatidylglycérols. Et le fait qu'ils soient amphiphiles va leur permettre d'émulsionner les graisses et donc de les exposer davantage aux enzymes qui pourront ensuite découper ces graisses. Je ne m'étends pas sur ce point, nous aurons l'occasion d'en reparler. Tout ça pour dire en tout cas qu'il existe de nombreux dérivés du cholestérol, il y en a encore d'autres qui existent. En revanche, je ne vais pas vous les présenter. C'était plus là pour vous donner un aperçu. Alors, on va pouvoir maintenant se pencher sur un autre groupe de molécules qui est le groupe des glucides. Alors, les glucides, c'est aussi ce que l'on appelle des sucres. Et ces sucres sont de plusieurs types. Donc la classification que je vous propose est celle-ci. On peut, dans un premier temps, parler de ce qu'on appelle des oses. Les oses étant justement les monomères. Si je reprends ici ce collier de perles, les oses, eh bien, ce sont les perles. Alors, ces perles, on les appelle aussi des monosaccharides. Donc je l'ai noté ici. Donc ce sont les monomères. Parfois, on les qualifie aussi d'oses simples. Et puis, il y a un autre terme aussi qu'on rencontre, on parle parfois d'hydrate de carbone. Tout simplement parce qu'on va le voir dans les diapositives qui suivront, mais en termes de constitution chimique, eh bien, les monosaccharides sont constitués bien sûr de carbone, et également d'hydrogène et d'oxygène. Et donc, si on regarde leur formule de base, on peut l'écrire de cette façon, donc CH2O, avec donc cette formule de base qui va être répétée. Et donc dans ces H2O, on retrouve H2O qui est la composition de l'eau. C'est pour ça qu'on dit hydrate de carbone. Voilà, donc du coup, premier ensemble, donc les oses avec donc ces monosaccharides. Ensuite, on va avoir des osides. Alors les osides, ce sont des polymères. Ces polymères peuvent être constitués uniquement de sucre, ils peuvent être tout en sucre et on utilisera dans ce cas-là le terme holoside. Holo, ça veut dire tout, justement. Alors, dans ce cas-là, on peut évoquer plusieurs types de polymères, certains qui sont de petite taille, qui sont les disaccharides, petite taille parce que dans ce cas-là, c'est seulement 2 perles qui sont associées l'une à l'autre. Donc on peut aussi parler, alors plutôt que de dire polymère, on peut dire dimère, c'est plus précis, ça renseigne sur le fait qu'il y a 2 monomères qui sont collés. Et puis si on veut préciser que ces dimères sont des sucres, on pourra dire dioside. Je vous ai mis ici un autre terme, c'est le terme oligosaccharide. Oligosaccharide, ça veut dire qu'il y a quelques perles, quelques monomères qui vont être associés. En général, ça va être aux alentours d'une dizaine de monomères. Mais quand on utilise oligo, ça fait référence au fait que voilà, il y a quelques éléments qui sont associés. Et donc on peut aussi parler d'oligosaccharides ou d'oligosides. Et puis on peut évoquer à présent les polymères qui sont constitués de beaucoup de monomères, donc de beaucoup de perles, qui sont donc les polysaccharides ou polyosides. Donc je vous ai noté ici polymère, c'est-à-dire N monomères, donc il y a de nombreux monomères.
Donc, les disaccharides et les polysaccharides, je les ai mis en plus grand parce qu'on va s'y intéresser. Je laisserai de côté les oligosaccharides. Ce que l'on peut aussi ajouter, à nouveau, c'est que les disaccharides et les polysaccharides sont constitués uniquement de monomères qui sont des sucres. Il existe d'autres polymères qui sont constitués de sucre, mais pas que de sucre, également d'autres choses, et qu'on appelle des hétérosides, hétéro voulant dire autre. Alors les hétérosides, donc je vous ai renoté ici le fait qu'ils sont constitués à la fois de sucre et de parties qui ne sont pas des sucres, donc d'ose et de non-ose. Ce sera le cas par exemple pour ce qu'on appelle des glycoprotéines. Qu'est-ce que c'est qu'une glycoprotéine? C'est une molécule qui est faite de sucre, glyco fait référence au sucre, et puis d'une partie protéine. Un glycolipide, c'est une molécule qui est faite de sucre et également de lipides. Voilà, alors on va commencer avec les monosaccharides. Alors, les monosaccharides, donc, comme je l'ai dit, ils sont constitués de carbone. En fait, on va avoir une chaîne de carbone. Alors, les plus petits monosaccharides vont être constitués de 3 carbones. Alors, ce sont des petits oses de 3 carbones, on va les appeler trioses. Et puis, il y en a d'autres qui vont être constitués de davantage de carbone. En fait, on va surtout s'intéresser aux monosaccharides qui sont constitués de 5 carbones, qu'on appelle du coup les pentoses, et puis de 6 carbones qu'on appelle les hexoses. Alors, ces carbones vont porter un groupement hydroxyle, ils vont chacun porter un groupement hydroxyle, donc un groupement OH, sauf un qui va porter un groupement carbonyle, qui est un groupement O, avec une double liaison ici avec l'oxygène. Alors vous vous souvenez, dans la première partie du chapitre sur la chimie du vivant, j'avais souligné le fait que lorsqu'il y a un groupement carbonyle présent sur une molécule, la molécule va entrer soit dans la classe des aldéhydes, soit dans la classe des cétones. Alors c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'un monosaccharide pourrait être soit un aldéhyde, dans ce cas-là on parlera d'un aldéhyde de type sucre, on dira aldose, soit une cétone, et pour dire une cétone de type sucre, on dira cétose. Alors je vous présente ici un monosaccharide, donc un monosaccharide là, fait de 3 carbones, qui est le glycéraldéhyde, qui est justement un aldéhyde, donc un aldose, puisqu'effectivement ici ce carbone porte le groupement carbonyle et puis un groupement hydrogène. Alors on peut utiliser les deux nomenclatures, c'est-à-dire qualifier cette molécule à la fois de triose et d'aldose, on dira aldotriose. Ici, autre sucre à 3 carbones, la dihydroxyacétone, avec cette fois-ci le groupement carbonyle qui fait de cette molécule non pas un aldéhyde mais une cétone, puisqu'ici ce carbone est lié à 2 autres carbones, il ne tient pas d'hydrogène comme c'était le cas ici. Et donc là aussi on va utiliser les deux nomenclatures, triose et cétose, on va parler de cétotriose. Donc on peut décliner cette nomenclature, si on a un sucre à 5 carbones qui est un aldéhyde, on dira aldopentose. Si c'est un sucre à 6 carbones qui est une cétone, on dira cétohexose, et ainsi de suite. Alors, une chose qui est importante aussi à souligner, c'est que les monosaccharides peuvent avoir différentes allures possibles. Ils peuvent être présents sous forme linéaire, c'est-à-dire voilà, une forme plutôt allongée, ou bien sous forme cyclique, c'est-à-dire que la molécule va se reboucler un peu sur elle-même, elle va constituer un cycle. Et ces cycles peuvent avoir différentes allures, soit une allure donc hexagonale, soit une allure pentagonale. Ça constitue des noyaux qu'on appelle le noyau pyrane quand on a ce cycle à 6 sommets, ou bien le noyau furane si on a seulement 5 sommets, 5 côtés, pardon. Alors, je vais vous présenter quelques monosaccharides, et donc je vais commencer par le plus célèbre d'entre eux, dont nous allons pas mal reparler, qui est le glucose. J'en profite aussi pour revenir sur un élément que j'avais évoqué quand j'avais présenté
dans la première partie de ce chapitre, quand j'avais présenté la notion d'isomère. Alors, je vous avais dit, des isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais qui n'ont pas la même configuration tridimensionnelle. Et parmi ces isomères, j'avais parlé d'isomères optiques, qui sont donc des énantiomères. Et je vous ai dit, ces molécules, c'est simple, c'est des molécules qui ne sont pas superposables à leur image dans le miroir. Autrement dit, donc c'est comme nos mains. Si je vous avais donné cet exemple, si je regarde l'image de ma main droite dans un miroir, ça correspond à ma main gauche, et mes deux mains ne sont pas superposables. Et donc je vous avais dit, il y a deux nomenclatures pour qualifier donc ces isomères optiques. L'ancienne nomenclature, donc D et L, et puis la nouvelle nomenclature, donc utilisée par les chimistes, que je vais laisser de côté parce qu'on ne va pas l'utiliser en biologie. Et donc là, ce qui va nous intéresser simplement, c'est cette nomenclature D et L. Et je souligne le fait que les glucides naturels, donc ceux qu'on va rencontrer chez les êtres vivants, vont être de type D. Voilà, c'est pour ça que j'ai entouré le D-glucose, c'est celui qu'on trouve chez les êtres vivants. Alors là, on voit le glucose donc, dans sa forme linéaire, et ce D-glucose, il peut aussi présenter une forme cyclique. Et même plus exactement, deux formes cycliques, là encore, ça dépend comment il se reboucle sur lui-même. On a ici une forme bêta et ici une forme alpha, qui dépend de la façon dont ce groupement ici OH, ce groupement hydroxyle, s'organise. Alors, je reviens sur le nombre de sucres. Il y a donc 6 sucres. On retrouve là les 6 sucres qui sont numérotés. Je ne les ai pas mis sur cette molécule, mais c'est la même chose. Et on comprend que finalement, le glucose linéaire peut se reboucler et former ce glucose cyclique lorsqu'effectivement, ici, le premier carbone réagit avec le 5e carbone, plus exactement avec ce qui est porté par ces carbones. Et donc on obtient ici cette forme bêta du glucose, donc le glucose sous forme cyclique. Alors je vais vous présenter d'autres monosaccharides sans rentrer dans le détail, qui ressemblent beaucoup au glucose, qui n'ont seulement pas la même répartition des groupements hydroxyles. Ici on a donc le mannose, donc le D-mannose étant celui que l'on trouve dans la nature. Ici le D-galactose. Ici, le fructose, avec là, du coup, une cyclisation qui se fait un peu différemment, puisque là, on n'a pas un hexagone ici, mais un pentagone, alors que jusque-là, on avait des hexagones. Et puis, je vais vous présenter également deux sucres à 5 carbones, ici, donc, le ribose, que l'on retrouve donc ici. Et ici, un autre sucre un peu particulier, parce que lui, il a perdu un groupement OH, et parce qu'il a perdu ce groupement OH, et parce qu'il a donc perdu un oxygène, on l'appelle désoxyribose. Voilà donc pour ces monomères. On peut s'intéresser à présent à des petits assemblages, qui sont des assemblages de deux monomères, qui sont les disaccharides. Donc ce sont ces disaccharides des liaisons entre deux monosaccharides. Alors je vous présente ici un premier type de disaccharide qui est probablement là aussi le plus célèbre d'entre eux, puisque c'est le sucre que nous utilisons à table, donc c'est ce qu'on appelle le sucre de table, qu'on appelle également le saccharose ou le sucrose. Eh bien, ce sucre de table, il est constitué par un glucose sous forme alpha et un fructose sous forme bêta. Ces deux monomères vont être liés ensemble par une liaison qui concerne les sucres, qu'on va appeler liaison osidique, mais enfin qui est une liaison covalente, toute simple, enfin covalente. Et cette liaison donc concerne les carbones 1 et 2, donc du glucose et du fructose. Donc on parlera d'une liaison osidique 1,2 et on peut préciser alpha 1,2 puisque là c'est le glucose alpha qui est concerné. Autre type de disaccharide ici, le maltose. Le maltose, lui, il est constitué par un glucose alpha et un glucose bêta. La liaison concerne les carbones 1 et 4 des glucoses. On va parler d'une liaison à 1,4 et
ce carbone étant un carbone alpha, on va parler d'une liaison alpha 1,4. Alors le maltose, hein, il est appelé ainsi, c'est un sucre qu'on trouve dans le malt, hein, ce qui correspond aux céréales qui germent. Le lactose, c'est le sucre du lait. Il est constitué par un galactose bêta et un glucose bêta qui sont unis par une liaison osidique de type bêta 1,4. Et puis ici on peut terminer avec une dernière molécule qui est le célobiose, qui est constitué de 2 glucoses bêta unis par une liaison bêta 1,4. Voilà donc quelques disaccharides. Hein. Le célobiose, lui, on le trouve chez les végétaux. Et on va en reparler dans un instant avec justement les polysaccharides. Alors, les polysaccharides correspondent à plein de monomères qui sont liés les uns aux autres. Donc, on peut avoir des centaines, voire des milliers de monomères, de monosaccharides qui sont accrochés, liés les uns aux autres. Alors, je commence avec un premier exemple, la cellulose. Alors, la cellulose, finalement, elle ressemble au célobiose, c'est pour ça que je vous disais que j'allais y revenir. Effectivement, la cellulose, c'est plein de glucoses bêta qui sont collés les uns aux autres avec des liaisons de type bêta 1,4. Cette cellulose, donc, elle correspond à une molécule qui est linéaire, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, je peux prendre là ce collier de perles, le tendre, en fait, c'est vraiment des molécules linéaires, il n'y a pas de ramification sur ces molécules. Par contre, quand on a plusieurs molécules de cellulose qui se constituent, ces molécules de cellulose, ces polymères, donc, vont pouvoir se coller les uns aux autres via des liaisons simples, et on aura donc des fibres au final de cellulose qui se constitueront. Alors, cette cellulose, donc, on la trouve chez les végétaux et c'est ce qu'on peut appeler une molécule de structure. Hein. Effectivement, c'est une molécule qui va donner leur structure aux végétaux. Alors, je voulais ajouter une remarque qui concerne une autre molécule qui est la chitine. La chitine, donc, c'est une molécule glucidique que l'on va trouver par exemple chez les insectes. Hein. C'est une molécule qui va constituer l'exosquelette des insectes. Alors la chitine, c'est une molécule qui est relativement souple, mais quand il y a du carbonate de calcium qui se dépose dedans, ça va rendre en fait l'ensemble assez dur et ça va constituer cet exosquelette caractéristique donc des insectes. Et donc cette chitine, eh bien, c'est en fait un polymère de monomères qui sont des sortes de glucose azoté. Hein, je dis sorte de glucose azoté, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, parce que ce n'est pas du glucose, c'est un autre type de monomère qui fait penser au glucose et qui va aussi comporter de l'azote. Et ces monomères vont présenter des associations de type bêta 1,4. Voilà, alors je passe donc sur cette remarque et je poursuis avec une autre molécule de type polysaccharide qui est l'amidon. L'amidon est lui constitué par des glucoses alpha qui vont présenter des liaisons alpha 1,4 les uns avec les autres. Et donc ça va constituer des chaînes et ces chaînes vont pouvoir se ramifier. Dans ce cas-là, les ramifications vont se faire via des liaisons alpha 1,6. Alors j'ai noté là à peu près une vingtaine de résidus, hein, ça va dépendre effectivement des molécules, mais globalement tous les 20 glucoses alpha, on va avoir une ramification qui va se faire par une liaison alpha 1,6. Alors ce nombre de glucose alpha entre les ramifications va varier. Par exemple pour l'amylose qui est une molécule plutôt petite, il va y avoir donc assez peu de ramifications. Par contre, pour l'amylopectine, il va y avoir davantage de ramifications et ça va être une molécule qui va être plus grosse, beaucoup plus grosse. Alors, l'amidon, alors déjà ici on peut voir voilà, cette image, voici les liaisons alpha 1,4 et voici une ramification avec une liaison alpha 1,6. Alors, l'amidon, donc c'est une molécule de réserve pour les végétaux. Ça veut dire, molécule de réserve, ça veut dire que les végétaux vont pouvoir en fait découper ici ces éléments unitaires et donc ces glucoses alpha et les récupérer pour les utiliser par exemple comme source d'énergie ou encore comme source de carbone. Autre polysaccharide qui est le glycogène.
Alors, le glycogène, il ressemble beaucoup à l'amidon. C'est aussi des glucoses alpha qui sont associés en liaison alpha 1,4. Donc, même chose que sur cette molécule. Et même chose aussi parce qu'il va y avoir également des ramifications qui vont se faire de la même façon avec des liaisons alpha 1,6. La différence principale, c'est que le glycogène est vraiment beaucoup plus ramifié que l'amidon. Et donc, le glycogène, c'est aussi une molécule de réserve d'énergie, réserve de carbone. Mais cette fois-ci, c'est la molécule de réserve, non pas des végétaux, mais des animaux. Alors, on va maintenant pouvoir continuer avec les protéines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Eh bien, pour le dire très simplement, une protéine, c'est tout simplement un polymère d'acide aminé. Je reprends à nouveau ce collier. On peut imaginer que chaque perle, c'est un acide aminé. L'assemblage de ces acides aminés constitue les protéines, constitue la protéine. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé? Alors j'ai mis un A ici entre parenthèses parce qu'effectivement, c'est l'abréviation classique qu'on utilise pour parler des acides aminés. Alors, un acide aminé, eh bien, déjà, son nom nous donne quelques indices. Donc, on va le décrire de la façon suivante. On va partir, donc... Alors, on va maintenant donc parler des protéines. Alors, les protéines, eh bien, ce sont tout simplement des polymères d'acides aminés. Ça veut dire que, voici éventuellement mon polymère, ma protéine, eh bien, chaque perle est un acide aminé. Alors, évidemment, ça invite à se poser la question, que sont les acides aminés? Alors, les acides aminés, qu'on peut abréger par le symbole AA, eh bien, les acides aminés, donc, ce sont donc ces polymères qui entrent dans la composition des protéines, et ces acides aminés, il y en a plusieurs qui existent. En fait, on va identifier 20 acides aminés qui entrent dans la constitution des protéines. Alors, je vous ai mis 20 plus 2, certains en ajoutent aussi un troisième, mais on restera sur l'idée qu'il y a 20 acides aminés différents qui vont constituer les protéines. Après, il existe plein d'autres acides aminés dans la nature, mais ces autres acides aminés qui existent, eux, ne vont pas entrer dans la composition des protéines. Du coup, on va dire qu'ils sont non protéinogènes. Alors, on va s'intéresser maintenant aux protéines. Alors, on va s'intéresser maintenant donc aux protéines. Alors, les protéines, ce sont des polymères d'acides aminés. Ça veut dire que cette fois-ci, donc voici le polymère, la protéine, et les perles sont des acides aminés. Alors, les acides aminés, on peut abréger leur dénomination par 2 lettres. On peut les écrire AA. Alors, il existe 20 acides aminés différents qui vont constituer les protéines. Entre parenthèses, j'ai mis plus 2, certains mettraient plus 3, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 2 ou 3 autres acides aminés qu'on peut éventuellement identifier, mais comme ils sont assez particuliers dans leur manière d'être traités, on va rester sur l'idée qu'il y a 20 acides aminés différents qui constituent les protéines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 20 acides aminés qui existent dans la nature. Il y en a plein d'autres qui existent, seulement tous les autres acides aminés ne vont pas entrer dans la composition des protéines. Donc, on dira qu'ils sont non protéinogènes, tandis que 20 acides aminés sont, eux, protéinogènes. Alors, on va voir un peu à quoi ressemble un acide aminé. Alors, le nom nous amène quelques informations, et pour comprendre l'organisation d'un acide aminé, on va partir d'un carbone présent dans les acides aminés, qu'on appelle le carbone alpha. Voici ce carbone alpha, donc j'ai mis la lettre alpha à côté, et on va regarder ce qu'il porte. Donc ce carbone alpha, il porte déjà 2 groupements particuliers qui sont à l'origine du nom acide aminé. On a en effet un groupement ici carboxyle, donc groupement COOH, qui fait entrer donc cette molécule dans la classe des acides carboxyliques, d'où le terme acide. Et puis on a ici de l'autre côté un groupement amine NH2. Ce groupement amine fait entrer la molécule dans la classe des amines. Et donc c'est à l'origine du deuxième terme
dans le nom acide aminé, hein, donc on sait maintenant pourquoi ces acides aminés sont ainsi nommés. Alors ce carbone alpha, il va également tenir un hydrogène et il va tenir ici un radical. Alors radical ou résidu, on parle aussi de chaîne latérale, hein, ça veut dire que là en fait on a pas mal d'atomes différents et les configurations donc de ces atomes peuvent être variées. Il peut y avoir 20 configurations différentes, il y a 20 radicaux possibles donc pour les acides aminés, d'où 20 acides aminés différents. Alors ce radical, donc il va donner aux acides aminés eh bien, leurs propriétés physico-chimiques spécifiques. Alors d'autre part, on peut aussi ajouter le fait que les acides aminés, enfin quasiment tous, hein, il y en a un qui n'est pas concerné mais tous les autres le sont, ce sont des molécules chirales, c'est-à-dire que comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour les glucides, hein, ce sont des molécules qui ne sont pas superposables à leur reflet dans le miroir. Donc c'est ce qu'on appelle des molécules qui présentent une isomérie optique, on parle aussi d'énantiomère. Et donc la forme naturelle, c'est la forme L. Hein, vous vous souvenez, il y a deux formes, L ou D possibles. Pour les glucides, c'est la forme D, la forme naturelle. Et bien pour les acides aminés, la forme naturelle, c'est la forme L. Alors, dernière remarque au sujet des acides aminés, c'est le fait que dans les conditions naturelles donc de la cellule, eh bien, les extrémités ici COH et NH2 vont être ionisées. Autrement dit, on va avoir ici une extrémité COO- et ici une extrémité NH3+. Autrement dit, on a des ions là, qui se constituent avec finalement une molécule qui va avoir un côté négatif, un côté positif. On va parler d'amphion ou encore de zwitterion. Alors, on va pouvoir observer ici les 20 acides aminés protéinogènes. Donc ici, alors si on regarde hein, pour chaque acide aminé, on a à chaque fois le carbone alpha avec donc le groupement amine, le groupement carboxyle, et puis on retrouve l'hydrogène. Et en rouge, le radical qui est présenté. Donc on voit effectivement que ce radical va prendre différentes allures. Dans le radical, on va essentiellement trouver du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, et puis il y a deux acides aminés dans lesquels on va trouver aussi des atomes de sucre. C'est le cas ici pour cet acide aminé qui s'appelle la méthionine, et c'est le cas aussi pour cet acide aminé qui s'appelle la cystéine. Alors au passage, hein, vous voyez donc que chaque acide aminé a un nom et a aussi des symboles possibles. Soit on peut le symboliser par 3 lettres. Par exemple, là, l'arginine va être symbolisée par les 3 premières lettres, Arg, et elles peuvent être symbolisées aussi par une seule lettre, là ce sera R. Donc moi, on fera beaucoup référence à ces acides aminés et j'utiliserai la nomenclature en 3 lettres. Alors, parmi ces acides aminés, il y en a certains qui sont dits essentiels. Essentiels parce qu'ils doivent absolument être apportés par l'alimentation, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de les fabriquer nous-mêmes. S'ils ne sont pas apportés par l'alimentation, eh bien, il y aura des carences et donc des dysfonctionnements qui s'observeront chez l'organisme. Alors, parmi ces acides aminés essentiels, on identifie donc l'isoleucine, il y en a 8 en tout, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane, et puis la valine. À côté de ces acides aminés essentiels, il y en a qui sont conditionnellement essentiels. Ça veut dire qu'ils vont l'être à certains moments de la vie ou à certains moments de l'existence parce qu'il va y avoir différents phénomènes qui vont se produire, par exemple du stress ou par exemple lors du vieillissement. Donc ces acides aminés conditionnellement essentiels sont les suivants. On a donc l'arginine, donc qui est un acide aminé essentiel pendant la croissance, mais qui ne l'est plus après chez l'adulte. On peut évoquer aussi la cystine, la glutamine, la glycine et puis l'histidine. Et la proline que j'allais oublier. L'histidine, pareil, qui est importante durant la croissance. Alors,
on va... pardon, et la tyrosine aussi que j'allais oublier. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la manière dont les acides aminés vont pouvoir se lier les uns avec les autres. En fait, les acides aminés vont se lier les uns avec les autres grâce à des liaisons covalentes. Et ces liaisons covalentes particulières, on va les qualifier de liaisons peptidiques. Alors, on va considérer deux acides aminés que voici. On retrouve le carbone alpha pour cet acide aminé, carbone alpha pour cet autre acide aminé. Ces deux acides aminés en fait vont pouvoir se lier parce que l'extrémité carboxyle d'un acide aminé va réagir avec l'extrémité ici amine de l'autre acide aminé. En fait, on va perdre ici ces atomes qui sont représentés en vert qui vont former une molécule d'eau, tout simplement, et une liaison peptidique va se constituer. Donc voici ce que cela donne. Donc on a ici notre liaison peptidique qui se constitue. Ça y est, nos deux acides aminés sont liés l'un à l'autre. Alors, on va avoir bien sûr aussi une molécule d'eau qui va être produite. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis ici ces deux atomes en rouge, c'est que finalement, on a une chaîne d'acides aminés qui se constitue, dont les deux extrémités vont être différentes. On a ici une extrémité qui porte un azote, ici une extrémité qui porte un carbone. On va parler ici d'extrémité N-terminale et ici d'extrémité C-terminale. Et on peut abréger ces dénominations, extrémité NT et extrémité CT. Alors, quand on va décrire l'enchaînement de ces acides aminés, on va décrire en fait la chaîne peptidique. Alors, cet enchaînement, c'est pour ça que cette liaison s'appelle peptidique, parce qu'effectivement, quand des acides aminés s'associent les uns aux autres, ce qui se constitue, c'est un peptide. On parle aussi parfois de polypeptide ou de chaîne peptidique. Et donc, pour décrire cette chaîne, on va la décrire depuis l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale. En faisant cette description, on donne ce que l'on appelle la séquence de la chaîne peptidique. Cette séquence, ça correspond aussi à ce qu'on appelle la structure primaire pour la protéine. Le terme protéine étant plutôt utilisé pour décrire les molécules actives auxquelles des fonctions vont être tout simplement associées. Alors, on peut se demander comment les acides aminés vont s'enchaîner les uns aux autres. Il y en a 20 différents. Comment savoir quels sont les acides aminés qui s'enchaînent ou est-ce qu'ils s'enchaînent au hasard? En fait, ils ne s'enchaînent pas au hasard. Ils vont s'enchaîner selon un certain ordre, selon un certain plan. Et ce plan est donné par l'information génétique. En fait, c'est ça l'information génétique. L'information génétique, c'est le plan de construction des protéines. L'information génétique décrit la manière dont les acides aminés vont devoir s'enchaîner les uns avec les autres. Alors, on va pouvoir décrire différents niveaux d'organisation pour les protéines. On vient de décrire un premier niveau d'organisation avec justement la structure primaire. Donc on va retrouver ici la structure primaire, ce qu'on appelle donc la structure primaire. Quand on veut la structure primaire d'une protéine, ça veut dire qu'on veut la séquence. Donc la structure primaire, c'est dire comment les acides aminés s'enchaînent et donner la nature de chaque acide aminé. Et on décrit cette séquence, comme je l'ai évoqué, depuis l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale. Autre niveau d'organisation, la structure secondaire. La structure secondaire, ça va correspondre à des éléments 3D qu'on va identifier sur la protéine et qui vont avoir des formes un peu particulières. On va parler un peu de motifs 3D, de motifs tridimensionnels. Effectivement, on peut avoir dans certaines régions de la protéine, par exemple, des petits enroulements qui vont se produire. On parlera d'hélice alpha. À d'autres endroits, on aura des éléments un peu plus plans qui vont constituer des espèces de feuillets qu'on appellera des feuillets bêta. Alors dans ce cas-là, c'est lié au fait que la chaîne d'acides aminés va se replier dans l'espace et par endroits, on a ces motifs spécifiques qui vont s'organiser parce que les acides aminés, avec leurs radicaux, vont pouvoir constituer des liaisons faibles les uns avec les autres. Là en particulier, pour ces motifs de la structure secondaire, ce seront des liaisons H, c'est-à-dire des liaisons hydrogène. Et après, globalement,
On peut parler aussi de structure tertiaire. La structure tertiaire, c'est tout simplement la forme générale que la protéine va prendre dans l'espace. Et là aussi, ça va être lié essentiellement à l'existence de liaisons faibles qui vont être des liaisons H, donc liaisons hydrogène, mais aussi des liaisons ioniques. Ça peut être lié aussi à l'effet hydrophobe, au fait que les radicaux qui sont hydrophobes vont se regrouper tous ensemble dans la protéine. Ils vont constituer par exemple un cœur hydrophobe au niveau de la protéine, si celle-ci est dans un milieu aqueux. Et puis il peut y avoir aussi certaines liaisons covalentes qui sont des liaisons entre des atomes de soufre, plus spécifiquement entre atomes de soufre portés par cet acide aminé qui s'appelle la cystéine. Et dans ce cas-là, les liaisons qui vont se constituer seront appelées des ponts disulfures, donc des liaisons covalentes entre atomes de soufre. Donc cette structure tertiaire, c'est vraiment la forme 3D de la protéine. Alors, on pourrait se dire, bon bah ça y est, on peut s'arrêter là. Alors non, ce n'est pas le cas pour toutes les protéines, mais pour certaines protéines, on peut décrire aussi une structure quaternaire. Ce sera le cas quand une protéine n'est pas constituée que d'une seule chaîne d'acides aminés, mais de plusieurs chaînes d'acides aminés, lesquelles vont être liées donc par différentes liaisons. Alors ces différentes chaînes, dans le cas d'une protéine qui a une structure quaternaire, on va les qualifier de sous-unités de la protéine. Et donc comme je vous l'ai dit, elles sont liées, ces sous-unités protéiques, donc ces différentes chaînes protéiques par des liaisons faibles. Voilà, alors on trouve ici une image qui représente ces trois structures. Ici, la structure primaire, donc l'ordre d'enchaînement des acides aminés. Donc c'est la séquence des acides aminés que l'on décrit depuis l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale. Cette chaîne va présenter donc des motifs 3D. Ici, on voit une hélice alpha. Ici, on voit des feuillets bêta. Et puis, globalement, la chaîne va pouvoir adopter une forme tridimensionnelle globale que l'on voit ici, c'est la structure tertiaire. Et si une protéine est constituée de plusieurs chaînes d'acides aminés, eh bien, elle va avoir une structure quaternaire. C'est le cas ici où on a là, avec les 4 couleurs différentes, 4 chaînes polypeptidiques associées les unes avec les autres. Alors, on peut souligner une chose, c'est que finalement, la forme tridimensionnelle d'une protéine est due à l'existence de liaisons faibles. Et ces liaisons faibles, elles peuvent être perdues. Et dans ce cas-là, la protéine va tout simplement perdre sa forme tridimensionnelle. Quand la forme tridimensionnelle, quand la conformation, l'organisation tridimensionnelle est perdue, eh bien, on va dire que la protéine est dénaturée. Alors ça va se produire en fait quand la protéine change de milieu, quand son milieu change. Par exemple, quand la température change, eh bien, ça peut avoir un impact sur les protéines. Quand le pH change, c'est pareil, ça peut avoir un impact sur les protéines. C'est la même chose aussi quand le solvant change. J'évoquais le cas de l'effet hydrophobe avec les radicaux hydrophobes, donc des acides aminés qui vont avoir tendance à se regrouper ensemble et former le cœur des protéines. Quand les protéines sont dans un milieu aqueux, dont le solvant est l'eau, si cette protéine-là, on la change de milieu, on la met dans un milieu dans lequel le solvant n'est plus l'eau, mais un solvant organique, et bien à ce moment-là, la protéine va se retourner un peu comme une chaussette, c'est-à-dire que toutes les parties finalement hydrophobes ne vont plus être au cœur de la protéine, mais à l'extérieur de la protéine. Alors, une protéine qui est dénaturée peut parfois retrouver sa conformation de départ si les conditions du milieu retournent aux conditions initiales. Dans ce cas-là, on va parler de renaturation, mais la renaturation ne va pas toujours être possible. C'est le cas, par exemple, je vais prendre cet exemple du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, quand il est chauffé, eh bien, les protéines du blanc d'œuf vont commencer à se dénaturer, c'est-à-dire qu'elles vont perdre leur forme 3D, elles vont devenir plus linéaires d'une certaine façon. Et ces protéines, quand elles ont perdu leur forme 3D, elles peuvent interagir avec d'autres protéines qui ont elles aussi perdu leur forme 3D et constituer des liaisons plus solides. Et dans ce cas-là, on va avoir une coagulation et on ne pourra pas avoir une renaturation des protéines. Donc ça, c'est ce qui se passe typiquement avec le blanc d'œuf qui est chauffé et qui va donc dont les protéines vont se dénaturer, ne pourront pas se renaturer.
Alors, on peut maintenant terminer avec les protéines en évoquant les fonctions qui sont associées aux protéines. Alors, je vais vous les présenter, toutes les afficher, parce que si on regarde ici ces fonctions qui sont associées, elles constituent ici un mot qu'on peut lire verticalement. On peut parler de tâches réalisées par les protéines. Alors c'est plus un moyen mémotechnique qu'autre chose qui m'a été transmis par un collègue. Et donc ces fonctions sont les suivantes. Les protéines effectivement sont associées à une fonction de transport. C'est le cas par exemple de l'hémoglobine qui est une protéine qui va transporter le dioxygène dans le sang. Mais c'est le cas aussi de protéines qui vont s'insérer dans les membranes cellulaires et qui vont constituer des petits tunnels dans lesquels les molécules d'eau pourront circuler. C'est ce qu'on avait dit précédemment. Les protéines sont associées aussi à une fonction de défense, puisqu'effectivement elles vont constituer les anticorps, qu'on appelle aussi immunoglobulines, qui sont donc des molécules qui vont pouvoir neutraliser des pathogènes qui sont présents dans le corps. Les protéines sont associées à la contraction, plus largement au mouvement, donc avec la contraction musculaire, mais aussi le mouvement d'entités plus petites comme les flagelles ou encore les cils, dont nous parlerons dans le chapitre sur la cellule. Les protéines peuvent avoir un rôle d'hormones. Je vous ai parlé tout à l'heure d'hormones lipidiques, mais il y a aussi des hormones de nature protéique. Donc dans ce cas-là, elles vont pouvoir transmettre des messages d'une partie du corps à une autre. Les protéines vont aussi avoir une fonction d'enzyme, les enzymes étant des entités qui accélèrent les réactions chimiques. Les protéines vont aussi avoir un rôle de structure. On peut penser tout simplement à la kératine des cheveux, par exemple. Dans ce cas-là, effectivement, les protéines peuvent être associées donc, à une certaine forme de soutien. Alors j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a encore d'autres options. J'ai évoqué l'œuf tout à l'heure. Effectivement, les protéines présentes dans l'œuf vont pouvoir être utilisées comme réserve d'acides aminés pour construire ensuite d'autres protéines lors du développement de l'embryon. D'ailleurs, on retrouve pas mal de protéines de réserve. C'est le cas aussi dans le lait avec donc la caséine. Et puis, c'est le cas aussi dans les graines qui stockent pas mal de protéines qui vont être des protéines de réserve d'acides aminés. Alors, on va pouvoir maintenant parler des acides nucléiques. Alors, qu'est-ce qu'un acide nucléique ? Eh bien, un acide nucléique, c'est ce qu'on appelle un polynucléotide. Ça veut dire que c'est un polymère fait de nucléotides. Donc, si je reprends ici ce collier de perles, cette fois-ci, les perles, ce sont des nucléotides. Et l'assemblage de tous ces nucléotides va donner donc le polymère de nucléotide, donc le polynucléotide, donc l'acide nucléique. Alors, il existe 2 types d'acides nucléiques qui sont l'ADN, donc ça veut dire acide désoxyribonucléique. Alors cet ADN, donc c'est un polymère, puisqu'effectivement c'est un polymère de nucléotide, et c'est un polymère qui est de très grande taille. Donc on peut parler d'un polymère géant, mais qui est régulier, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une molécule qui est très régulière sur toute sa longueur. Ça aussi on va pouvoir l'observer. L'ADN, il a une particularité, donc c'est un polymère de nucléotides et c'est plus exactement une molécule, une macromolécule qui est constituée de 2 polymères de nucléotides, donc de 2 polynucléotides, on peut dire de 2 chaînes polynucléotidiques. Plus facilement, on dira que l'ADN est constitué de 2 brins. Et ces 2 chaînes, ces 2 brins, vont être associés par des liaisons hydrogènes. Alors cet ADN, eh bien, il est très important. Cet ADN, c'est la molécule qui va être le support de l'information génétique. Autrement dit, c'est l'ADN qui va contenir le plan de construction des protéines. C'est l'ADN qui va dire comment, dans quel ordre il faut assembler les acides aminés pour construire toutes les protéines qui sont présentes chez un organisme. Alors, deuxième type d'acide nucléique, c'est l'ARN. ARN, ça veut dire acide ribonucléique. Alors, l'ARN, lui, est constitué d'une seule chaîne de nucléotides, d'une seule chaîne polynucléotidique. On pourra dire qu'il est constitué d'un seul brin.
Alors cet ARN peut assurer plusieurs fonctions. Là j'évoque une fonction, hein, donc entre autres, qui est une fonction de transport des informations qui sont codées justement par l'ADN. Alors voilà ce qu'on peut dire pour cet ARN. Alors, avant de pouvoir décrire l'ADN et l'ARN, eh bien, il va être nécessaire de décrire ce qu'est un nucléotide. Alors, un nucléotide, eh bien, c'est une structure qui elle-même est faite de plusieurs éléments. Un nucléotide, c'est fait d'un groupement phosphate, on le représentera par un cercle jaune. Voici l'allure donc de ce groupement phosphate hein, que l'on a déjà rencontré. Un nucléotide va aussi comporter un sucre. Il s'agit d'un sucre à 5 carbones, qui est donc un pentose, que voici. On retrouve ici la numérotation des carbones. Alors 1, 2, 3, 4, 5, mais on les notera 1', 2', 3', 4' et 5', tout simplement parce que le nucléotide va aussi comprendre un autre élément dont les carbones seront notés sans le prime, et donc du coup pour distinguer ces carbones on utilise ici cette notation. Donc le nucléotide est constitué par un groupement phosphate, un pentose et puis une base azotée. Alors base azotée, il s'agit de molécules donc, qui comprennent de l'azote. Pourquoi base? Tout simplement parce que ce sont des molécules qui ont tendance à accepter, à accrocher des protons qui seraient présents dans la solution et du coup elles ont tendance à rendre les solutions plutôt basiques, d'où ce terme de base. Alors il y a deux ensembles de bases. Il y a ce qu'on appelle les pyrimidines. Pyrimidines tout simplement parce qu'elles vont présenter un cycle de type pyrimidine qui contient de azote. Donc ce cycle est de forme hexagonale, hein, donc on le retrouve ici. Alors il y a trois pyrimidines qui existent, qui sont la cytosine, la thymine et l'uracile. J'ai mis la première lettre ici en gras, tout simplement parce que c'est l'abréviation qu'on utilisera, donc C pour cytosine, T pour thymine et U pour uracile. Voici l'allure de ces molécules et on retrouve ici l'emplacement aussi des deux azotes que j'ai annoncé dans le cycle, hein, avec la cytosine qui va avoir en plus un autre azote. Autre ensemble de bases azotées, ce sont les purines. Les purines, elles vont comprendre à la fois un cycle pyrimidine et en plus un cycle imidazole. Donc elles vont avoir cette allure, hein, le cycle imidazole étant un pentagone et comportant lui aussi deux azotes. Alors les purines, ce sont les bases suivantes, elles correspondent à l'adénine et à la guanine. Là encore, l'abréviation est simple, A pour adénine, G pour guanine. Alors voici l'allure de ces molécules ici, donc l'adénine et la guanine. Donc les purines sont plus grosses que les pyrimidines. Alors on peut ajouter que ici, donc quand on a l'association qui se fait entre ces éléments, on peut avoir, alors déjà on peut partir sur une première association qui est celle-ci, le sucre et le phosphate, et une deuxième association, le sucre et la base. Si on a le sucre associé au phosphate, on a une molécule qui se constitue qu'on pourra qualifier de sucre phosphaté. Si c'est le sucre, si c'est la base qui s'associe au sucre, la molécule qui va se constituer va être appelée nucléoside. Et puis, on va trouver à présent les nucléotides que nous venons de décrire, qui sont constitués par les trois éléments. On retrouve donc le sucre qui tient d'un côté le phosphate et de l'autre la base. Même chose ici, à part que dans le premier cas c'était une pyrimidine, dans le deuxième cas c'est une purine qui est tenue par le sucre. Alors maintenant qu'on a décrit donc ces nucléotides, on va pouvoir revenir aux acides nucléiques et on va pouvoir décrire l'ARN pour commencer. Alors l'ARN donc va être constitué d'une chaîne de nucléotides et les nucléotides
de l'ARN eh bien, vont présenter quelques particularités par rapport à la description, on va dire, générale que je viens de faire pour les nucléotides. Donc on va préciser la structure des nucléotides de l'ARN. Alors ils sont constitués par un groupement phosphate, par un pentose. Ce pentose, c'est le ribose. On voit ici donc l'allure de ce ribose. Et puis, on va retrouver évidemment les bases azotées. Alors par contre, c'est là aussi où il faut préciser quelque chose, c'est qu'il y a seulement 4 des 5 bases qui vont être présentes. Les bases qui vont être présentes donc, pour les petites bases sont la cytosine et l'uracile, et pour les grandes bases, eh bien, ce sont l'adénine et la guanine. Autrement dit, il n'y a pas de thymine dans l'ARN. Alors, un nucléotide va avoir l'allure suivante, telle qu'on le voit ici. Et donc ce nucléotide va pouvoir se lier à un autre nucléotide, puisqu'effectivement l'ARN c'est une chaîne de nucléotides. Donc voici la liaison entre deux nucléotides qui se fait ici entre le carbone 3' du sucre et le phosphate entre le carbone 3' du sucre de ce nucléotide et le phosphate du nucléotide suivant. Et on va ajouter, pas comme ça, voilà, les nucléotides qui vont se coller les uns aux autres et qui vont constituer donc cette chaîne de nucléotides qui est l'ARN. Autrement dit, voilà, on peut circuler comme ceci. Et d'ailleurs, quand je circule de cette façon, on passe d'une structure orange, jaune, donc le sucre, le phosphate, etc. Donc on peut représenter en fait la molécule de cette façon avec une sorte de ligne ici qui est constituée par donc les sucres et les phosphates. Ça va former un peu le squelette de la molécule. On peut parler de squelette pentose-phosphate qui existe ici, le pentose étant le ribose. On pourrait aussi dire squelette ribose-phosphate ou plus généralement sucre-phosphate. Alors, il y a une chose aussi qui apparaît ici. J'ai mis les numéros, c'est pas pour rien. C'est tout simplement pour insister sur le fait que les deux extrémités ici sont différentes. On a une extrémité ici 5', c'est le carbone 5' qui porte donc le phosphate. Et ici, on a une extrémité 3', c'est le carbone qui porte donc là un groupement OH. Bon, il y en a un autre ici, bien sûr, mais il n'est pas représenté. Il est classiquement représenté ici parce que c'est lui qui va pouvoir éventuellement constituer une liaison avec un autre nucléotide. Autrement dit, on a, comme c'était le cas tout à l'heure pour les protéines, on a deux extrémités qui sont différentes, donc une extrémité 5' et une extrémité 3', donc on dit 5' phosphate et 3' OH, ou bien 5' tout court et 3' tout court. Alors l'extrémité 5' par convention c'est le début en fait de la chaîne de nucléotides. Ça veut dire que quand on va décrire ensuite l'enchaînement des nucléotides, eh bien on va commencer par l'extrémité 5'. Alors d'autre part, on peut souligner le fait que les bases ont un côté un peu protubérant sur cette chaîne de nucléotides. C'est d'ailleurs assez apparent sur cette représentation ici. Alors, au final, si on s'intéresse à cette représentation-là, on a une sorte de demi-échelle là, qui se constitue avec finalement, donc, qui correspond à un brin, avec finalement là, le squelette pentose-phosphate qui correspond au montant de cette moitié d'échelle, tandis que les bases vont former des moitiés de barreaux de cette moitié d'échelle. Et donc, comme on l'a vu apparaître ici, l'ARN, c'est une chaîne de nucléotides, c'est un brin de nucléotides. Alors, on va pouvoir parler maintenant de l'ADN. L'ADN, il est lui aussi constitué de nucléotides, qui sont eux-mêmes constitués par un groupement phosphate, toujours ce sucre à 5 carbones, ce pentose. Par contre, cette fois-ci, il s'agit du désoxyribose. Voici l'allure de ce désoxyribose, donc ça ressemble au ribose, on l'avait d'ailleurs vu tout à l'heure en parlant des sucres, seulement ici, il va manquer un groupement OH. Donc d'où le nom d'acide désoxyribonucléique. Concernant les bases azotées, seulement 4 bases sur les 5 vont être présentes dans l'ADN. Il s'agit pour les petites bases de la cytosine et de la thymine.
et pour les grandes bases de l'adénine et de la guanine. Autrement dit, il n'y a pas d'uracile dans l'ADN. Alors voici donc ces nucléotides d'ADN qui sont liés les uns aux autres. Donc ils vont s'organiser de la même façon, ce sont les mêmes liaisons que celles qu'on a observées pour l'ARN, donc je ne reviens pas dessus. Et on a cette même organisation avec ces extrémités, donc 5' phosphate, 3' OH. Même remarque que l'on peut faire, on a toujours un squelette ici, donc sucre phosphate ou pentose phosphate, si on veut préciser, là on peut dire que le sucre c'est du désoxyribose et du phosphate. Et puis on a toujours les bases qui sont protubérantes. Alors, par contre, là, il faut se souvenir d'une chose. Je vous avais dit que l'ARN est une molécule simple brin, l'ADN est une molécule double brin. Je rajoute ce deuxième brin, cette deuxième chaîne de nucléotides. Alors là, je l'ai volontairement tourné, les éléments sont écrits à l'envers, pour insister sur le fait qu'on a une position tête bêche. C'est ce que j'ai noté ici, donc les deux brins sont tête bêche ou tête à queue. On va parler d'une position en fait antiparallèle. Ça veut dire que là, l'extrémité 5' de ce brin est en face de l'extrémité 3' de l'autre brin, et puis même chose ici, l'extrémité 3' en face de l'extrémité 5' de l'autre brin. Voilà, donc les bases là aussi sont protubérantes et elles vont pouvoir se lier entre elles, c'est-à-dire que les bases des deux brins vont se lier entre elles par des liaisons faibles qui sont des liaisons hydrogènes que voici. Alors, les liaisons hydrogènes, ce sont des liaisons faibles, mais il va y en avoir plein en fait sur toute la longueur de la molécule, ce qui fait que les deux brins sont quand même assez fermement liés l'un à l'autre. Au final, on constate qu'ici, l'ADN, eh bien, ça forme une échelle complète. Cette fois-ci, on a bien nos deux montants ici, et puis on a nos barreaux qui sont complets. Il me reste à insister sur une chose, sur la complémentarité qui existe entre les bases. Là, on a accès à un premier type d'information, on se rend compte que les associations vont se faire à chaque fois entre une grande base et une petite base. Mais la complémentarité va plus loin, dans la mesure où une adénine ne pourra s'associer qu'à une thymine et une cytosine ne pourra s'associer qu'à une guanine. On va mieux le voir dans l'image qui va suivre. Voici cette image dans laquelle on retrouve l'ADN représenté de façon détaillée. On retrouve bien donc l'allure des molécules, hein, donc les phosphates ici, les sucres ici, le désoxyribose, et puis toutes les bases qui sont représentées ici. On constate que entre l'adénine, donc l'adénine et la thymine, donc ça semble ensemble, qu'il existe deux liaisons H entre ces deux bases. Par contre, entre la guanine et la cytosine, hein, la liaison est plus forte. Là, il y a 3 liaisons H, 3 liaisons hydrogènes qui existent. Hein. Donc, il y a de nombreuses liaisons hydrogènes entre ces deux brins. Je vous ai dit, ça fait qu'ils sont quand même solidement liés l'un à l'autre. Alors, le fait que ces deux brins s'associent l'un avec l'autre, du fait de cette complémentarité en fait, des bases, fait qu'on peut aussi utiliser le terme d'hybridation justement des deux brins. Alors j'insiste un peu plus sur cette complémentarité, donc AT, adénine, thymine, et puis CG, cytosine, guanine. On la retrouve ici hein, sous une autre forme encore. Et là aussi, on peut insister sur le fait qu'on a vraiment une échelle qui se constitue, dont les barreaux sont constitués par deux bases. Et on parlera de paires de bases. On peut symboliser le terme paire de base par PB, hein, donc paire de base, et ça va être une unité aussi pour donner la longueur d'une molécule d'ADN. On peut l'exprimer en paire de base. Alors pour l'ARN, on ne pourra pas parler de paire de base réellement, puisqu'il n'y a pas de paire de base, mais on pourra parler de nombre de nucléotides hein, éventuellement. Voilà, en tout cas, le terme paire de base est assez classiquement rencontré pour donner la taille d'une molécule d'ADN. Alors, je vais insister aussi sur une chose avec cette image. Finalement, si on se déplace là sur une demi-échelle, et en particulier si on parcourt ici les bases, on va avoir ici les bases, un certain ordre en fait, des bases,
Donc on a 4 bases possibles qui vont être présentes dans un ordre particulier. Et en fait, c'est l'ordre d'enchaînement de ces bases va former un code. Et justement, ce code, il va coder pour l'ordre d'enchaînement des acides aminés dans les protéines. Mais tout ça, on aura l'occasion vraiment d'en reparler en détail dans les chapitres concernant la biologie moléculaire. Donc là, ça permet déjà de commencer à vraiment mettre les éléments de base en place. Alors, je voudrais continuer maintenant en prenant un peu de distance par rapport à la molécule d'ADN. En fait, si on regarde cette molécule, on va voir qu'elle présente un enroulement en spirale et elle va former une double hélice. Double hélice parce qu'il y a effectivement ces 2 brins. Et donc, l'ADN va avoir en réalité cette allure particulière. Donc, je vous disais, c'est une molécule qui peut être géante. Elle peut faire effectivement plusieurs millimètres de long. Donc dans ce cas-là, il va y avoir des millions de paires de bases qui vont constituer l'ADN. Et je vous avais dit aussi, cette molécule, elle est régulière parce qu'effectivement, cette molécule va avoir le même diamètre. En fait, cette spirale va avoir le même diamètre sur toute sa longueur. Voilà, donc on a fini là avec l'étude de ces acides nucléiques et on a fini avec finalement la deuxième partie de ce chapitre sur la chimie du vivant. Donc il me reste à conclure. Alors évidemment, j'imagine que ces éléments peuvent faire émerger des questions. Donc comme je l'ai dit, je répondrai à ces questions dans les chapitres qui concerneront la biologie moléculaire. Avant d'aborder ces chapitres sur la biologie moléculaire, il est important de mettre en place encore d'autres éléments, notamment de parler des enzymes, ce sera le chapitre qui suivra, et puis également de la structure de la cellule. C'est indispensable pour bien comprendre ensuite la biologie moléculaire. Donc, toujours est-il que je vous remercie de votre attention. Alors, n'oubliez pas, concernant ce chapitre, si votre but c'est d'apprendre les éléments, n'oubliez pas donc de consulter la vidéo qui concerne la carte mentale, que vous pouvez aussi télécharger, d'écouter éventuellement l'audio relaxé, et puis de faire le quiz. Il n'y a pas d'exercice pour ce chapitre, en revanche un quiz que je vous propose, et vous pouvez télécharger donc tous ces éléments sur mon site dont l'adresse vient de s'afficher ici. Donc du coup je vous dis à bientôt pour le chapitre suivant qui concernera donc les enzymes. Voilà, donc à très bientôt pour le chapitre suivant.